Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est toujours à la une accalmie est observée sur le front des Tamugenga en territoire de Rutshuru où les affrontements se sont poursuivis lundi entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. La situation humanitaire demeure précaire dans la région. Nous en parlons dans ces grands dossiers, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Je reçois dans ce grand dossier sur ce plateau des Afro Info 243 Monsieur Justin Bin Serou. Il est acteur humanitaire dans la province du Nord Kivu, œuvrant principalement dans le territoire de Rutshuru. Bonjour Monsieur Justin et bienvenue. Bonjour Jospin, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, et à ma droite, il s'appelle Ghislain Baraka. Il est acteur aussi humanitaire et journaliste spécialiste des questions de paix dans la région des Grands Lacs. Bonjour Ghislain et bienvenue. Bonjour Jospin Langui, bonjour Justin Bin Serou, bonjour à toutes et à tous. Voilà, commençons avec Justin Bin Serou qui vient exactement de Rutshuru où il exerce comme acteur humanitaire, également membre de la société civile, ancien journaliste aussi. Et voilà, quand on est journaliste, c'est ta vie. Monsieur Justin, comment ça se passe actuellement à Rutshuru? Quelle est la situation humanitaire? Où vous pouvez nous faire dans plein un état de lieu de la situation? Oui, merci beaucoup pour d'abord cette invitation sur ce plateau. Permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs au cours de cette crise humanitaire, cette guerre imposée que nous subissons dans les territoires de Rutshuru. Et comme vous le savez, depuis jeudi, il y a des affrontements sur toutes les lignes de front. Quand je parle de toutes les lignes de front, il y a la ligne de front du groupement de Busanza, à Mungo précisément. Il y a la ligne de front dans le groupement de Djomba, à Kabindi. Il y a la ligne de front de Tamugenga. Et comme vous le dites, je viens du terrain ce matin même, où il y a la calmie pour cet instant. Mais en tout cas, cette semaine a été émaillée de beaucoup de violences dans les territoires de Rutshuru. Merci beaucoup, monsieur Justin. Je prends directement Ghislain. Ce sont des tensions qui s'intensifient entre Kinshasa et Kigali. Dans vos productions, également, vous en parlez. Comment vous définissez actuellement la situation? Actuellement, il faut d'abord noter, comme Justin Bin Serou venait de le dire aussi, la misère qui traverse les personnes du troisième âge, les personnes vivant avec handicap et les enfants, les femmes allaitantes qui ne savent pas comment se comporter dans cette période. Et la diplomatie entre Kigali et Kinshasa, vous le savez très bien que la RDC est victime des accords. Pas la RDC, parce que au niveau politique, les jeux se jouent par les grandes puissances, comme je l'ai souvent dit sur ce plateau. Mais on croit tout simplement que c'est que les populations civiles qui en sont victimes. Actuellement, il faut quand même regarder la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a toujours parlé au niveau de l'Union africaine, au niveau de la cité de l'Union africaine à Kinshasa, lorsqu'il dit chaque jour, lorsqu'il condamne tous les jours, mais qu'est-ce que ça signifie condamner? Et il y a de l'autre côté la présidence rwandaise via le président Kagame qui revient chaque fois pour dire voilà, les problèmes des voisins, ils pleurent toujours pour des problèmes qui ne me concernent même pas. Et voilà, il a peut-être parfois raison et parfois tort, mais lorsqu'on vérifie dans le fond et dans la profondeur des accords qu'il y a entre la RDC et le Rwanda, ou la RDC en général avec les pays voisins, on sent tout simplement que la RDC n'est pas prête à sortir de cette crise si vraiment il n'y a pas une grande volonté. Vous avez vu récemment des populations de la société civile qui a toujours demandé que les affrontements reprennent et que ça n'a pas eu lieu. Il y a des FARDC qui sont allés sur le front, se sont encore retirés. Ce sont des informations que nous avons de la part des sources locales à chaque fois que nous sommes sur le front. C'était pour éviter des dégâts collatéraux, voir les forces armées de la RDC. Exactement. Quand il y a des bombes qui viennent du Rwanda et qu'il y a des populations civiles, il y a des zones habitées, donc les FARDC doivent à un moment donné fixer l'ennemi pour éviter des dégâts collatéraux. Mais pour
pour cette semaine, on vient d'observer pire. Les M23 ont tiré des obus dans des zones sans affrontement, et notamment en Tamugenga, dans des champs. Ils ont même tiré dans un hôpital en Tamugenga. Et ça prouve quand même que la RDC est sérieusement menacée. Ouais. Pourquoi est-ce que les FARDC ne doivent pas vraiment agir avec toute force? Et le premier garant de la nation, le président de la République, Félix Tshisekedi, il doit prendre en main cette situation et ordonner que les affrontements commencent sérieusement, parce que jusque-là, on ne sait même pas pourquoi c'est depuis jeudi que les affrontements ont repris. Oui, vous avez raison, parce que ce sont les M23 qui ont attaqué les positions FARDC, donc les FARDC étaient jusque-là inoffensives, mais il y a les M23 qui se sont décidés de relancer. Nous allons revenir, comme vous avez parlé de la situation humanitaire, on va parler des obus qui ont été lancés sur des habitations. Nous revenons vers Justin Bin Sero, qui est acteur humanitaire. On a parlé des 10 morts jusque-là et plus ou moins 40 blessés. Vous, au niveau des forces vives, comment vous définissez quand même ce bilan? En tout cas, c'est catastrophique, hein? C'est un bilan très alarmant parce que, comme vous l'avez suivi, il y a des populations civiles qui ont trouvé des refuges dans le couvent des sœurs, en Tamugenga par exemple, où des blessés n'avaient pas même droit aux soins. Et il y a une maman d'une soixantaine d'années qui a succombé de ses blessures au couvent même, quand les M23 a occupé la cité de Tamugenga. Il y a difficulté d'évacuation des blessés, il y a difficulté d'enterrer les morts, les déplacés ne savent pas comment quitter la zone ennemie pour rejoindre, n'est-ce pas, les zones plus ou moins sécurisées. Les MSF a fait une alerte pour, n'est-ce pas, trouver un couloir humanitaire pour dépêcher les blessés et même les personnes qui souffrent dans ces couvents. Ça n'a pas été facile. Là, c'est en Tamugenga, à Rangira, il y a, comme vous le dites, en Tamugenga déjà, il y a des obus qui sont tombés, en tout cas. Oui, les FARDC ont confirmé que ce sont des bombes venues du Rwanda. Oui, effectivement, parce que nous sommes dans les terrains. Il y a un arsenal militaire qui en tout cas n'est pas à négliger du côté ennemi. Et d'un coup, ce sont des morts qui sont enregistrés par des bombes, des obus qui viennent du côté M23. Et donc, il y a des populations encore assiégées dans la zone qui ne savent pas comment quitter les zones parce qu'il n'y a pas, en tout cas, un couloir humanitaire qui puisse aider les populations civiles à quitter les zones. Donc c'est en tout cas une situation très catastrophique. Nous pensons que le monde devait en tout cas faire quelque chose pour les territoires de Rutshuru. Et déjà le gouvernement n'agit pas à son niveau en parlant de la situation humanitaire des déplacés qui ont campé à Rutshuru, à Kiwanja et ailleurs. Est-ce qu'il y a une prise en charge conséquente par le gouvernement congolais, avant de parler quand même d'autres acteurs? En tout cas, non, parce que nous sommes en train de les voir. Hein. Comme vous le savez, il y a plus de 15 000 personnes, d'ailleurs 20 000 personnes qui sont venues de l'Ouganda, qui ont été refoulées par le gouvernement ougandais. Et puis, il y a d'autres déplacés internes qui ont trouvé les déplacements dans les stades Rugabo, à l'école Rugabo, à l'Eperemera, à l'Epe Matumaini et dans d'autres coins, à Rubare, à Kalengera. Tous ces gens, ils souffrent en tout cas. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas assez de soins médicaux, ils n'ont pas les produits de première nécessité, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas donc ils n'ont rien absolument. Et ceci, c'est une situation calamiteuse. Mais on dirait qu'il y aurait aussi des infiltrés parmi des réfugiés venus de l'Ouganda. Parce que selon certaines sources, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une identification de ces réfugiés, de ces déplacés? Bon, à ce point, en tout cas, dire qu'il y a pour connaître qui est qui aussi, oui, pour ne pas être infiltré, parce qu'ils peuvent venir de l'Ouganda et ils intègrent le M23, parce que Gisela, on dit aussi que parmi les pays qui soutiennent le M23, il y a l'Ouganda. Exactement. Bon, nous sommes sur terrain. De toutes les façons, les gouvernements, à travers ses partenaires, HCR et d'autres partenaires, essayent quand même de contenir la situation sur le plan identification, parce que c'est très important quand même. Arriver à Kitagoma, parce que les réfugiés qui sont en Ouganda essayent de traverser jusqu'à Kitagoma. De Kitagoma, ils reçoivent les jetons qui sont donnés par les CNR. Et ce sont ces jetons qui permettent à la chefferie de Boucha, parce que c'est elle qui essaie de gérer momentanément cette crise,
et la chefferie de Boucha identifie les personnes qui ont été identifiées à la frontière de Kitagoma. Et d'un coup, les partenaires HCR essayent de donner des abris, essayent, n'est-ce pas, de faire des plaidoyers. Donc, dire qu'il y a des infiltrés, oui, on ne sait pas quand même la volonté de tout un chacun, parce que l'ennemi de l'autre côté veut aussi, n'est-ce pas, entrer dans des grandes agglomérations comme Rutshuru, Kiwanja, Rubare. Et donc, il peut y avoir des personnes suspectes qui peuvent s'infiltrer, mais du coup, il y a en tout cas une vigilance. Donc, il faut juste... et la prudence aussi doit s'imposer à ce niveau. Gislain, dans vos productions, vous en parlez également, la démarche de Nairobi, de Luanda, actuellement, sur le plan diplomatique et politique, mais sur le plan militaire, jusque-là, les FARDC ne sont pas en position de force parce qu'il y a l'ennemi qui contrôle déjà une partie du territoire national congolais. Est-ce que vous êtes aussi partant pour l'option militaire plutôt que l'option diplomatique? Parce que la RDC déjà avait bien dit, à partir du porte-parole du gouvernement, qu'il est question de négocier avec le Rwanda et non avec le M23. Pourtant, le M23 voudrait négocier directement avec le gouvernement congolais en tant que groupe armé congolais, qualifié déjà de terroristes par le gouvernement congolais, qualifié d'un groupe armé masqué par l'armée rwandaise. Est-ce que vous pensez que la solution viendra des affrontements ou des salons diplomatiques? J'irais bien à dire que les FARDC sont très fortes, à avoir vraiment leur tête. Depuis longtemps, on sait et on comprend que les FARDC sont une armée capable et forte. Une armée qui avait gagné le M23 en 2013. Malheureusement, faute des moyens logistiques pour cette période, on ne sait pas ce qui s'est passé pour que les FARDC ne puissent pas être en mesure de bouter hors d'état de nuire dans le plus bref délai le M23. Je vais quand même revenir avant de répondre complètement à cette question sur ce qu'a dit Justin Bilsero tout à l'heure sur les réfugiés qui pourraient entrer ou soit même les rebelles qui pourraient passer par l'Ouganda pour venir en RDC. Et renforcer le M23. Renforcer le M23 et parler même de ces jetons-là qu'ils reçoivent pour atteindre les sols congolais. Et même si les partenaires, les humanitaires, essaient d'enregistrer les gens qui entrent, ce n'est vraiment pas suffisant et satisfaisant. Ou rassurant. Ou pour qu'on puisse croire sérieusement que les M23 ne sont pas entrés parmi les réfugiés. Tout simplement parce que la RDC, un Congolais n'a pas de carte d'identité, il n'a qu'une carte d'électeur. Et quelqu'un d'autre blaguerait en dire moi je ne présente pas ma carte d'électeur parce que je ne viens pas aux élections. Et exactement, la carte d'électeur est expirée après les élections ou peut-être elle est valide comme carte pour citoyen congolais. C'est par défaut, c'est pas. Oui, elle peut être aussi falsifiée aussi, elle bien peut sûr. facilement être falsifiée, elle n'est pas numérisée. Et les données même, si vous allez à la frontière tout à l'heure, les données, ceux qui les ont sont des grands bureaux, mais ceux qui veulent voyager à l'intérieur du pays, on ne croit vraiment pas qu'ils sont des vrais Congolais ou qu'ils sont des Congolais. Et c'est un peu difficile. Mais aussi, comme la RDC est très voisine des pays agresseurs. Et notamment le Rwanda et l'Ouganda. Et que les agresseurs maîtrisent très mieux d'ailleurs les villages dans les pays à l'intérieur. Ici, dans l'Est, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous regardent trop loin, ils doivent aussi comprendre que la RDC est aussi trop maîtrisée par les voisins que même les nationaux. Parce que parfois, eux, ils sont concentrés dans leur business et dans leurs affaires. Et les autres ailleurs, ils sont en train d'étudier la RDC sérieusement. Ils ont des cartes chez eux et ils comprennent la RDC. Et donc, il n'y a vraiment pas d'assurance pour cette période. Alors, dire que la RDC peut négocier ou soit utiliser les armes, je crois oui. Il faut utiliser les armes et ça dépend maintenant de la volonté politique des dirigeants congolais et de la volonté aussi politique de la communauté internationale. Et quelqu'un me disait récemment dans des interviews que c'est un député de Rutshuru, Emmanuel Ngarouye, qui disait que lorsque la Russie, la communauté internationale essaie d'appuyer les pays de l'Ukraine, c'est quand même parce qu'on sent que l'Ukraine est agressée par la Russie et il serait très important aussi que la communauté internationale dans cette période regarde d'un œil sérieux la situation de la RDC et comprendre que la RDC c'est un pays riche. Si c'est peut-être la richesse de la RDC qui est convoitée, il y a moyen de bouffer de cette richesse d'une manière ordonnée par des diplomaties, les vraies, par des voies normales sur des coopérations économiques les plus fiables et crédibles que de passer par des rébellions, parce qu'il n'y a pas que l'M23 actuellement qui
terrorisent. Il y a aussi les ADF Nalu dans la partie Beni et Ituri qui sont en train de s'étendre loin même de ces deux provinces, donc le nord Kivu et l'Ituri. Et donc la situation est vraiment pire. On compte beaucoup de groupes armés dans l'est de la RDC et ce n'est pas vraiment une atmosphère, ça ne garantit pas vraiment d'atmosphère pour la RDC. On ne sait pas comment on éduque aujourd'hui la génération et voilà. Peut-être Justin Binsero aura à ajouter parce qu'il vit dans la région depuis plusieurs années, même s'il est acteur humanitaire, mais quand même il est aussi analyste de la situation. En 2013, le 23 a été défait, notamment grâce à l'intervention de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO. Mais aujourd'hui, il y a la MONUSCO qui dit que le 23 est lourdement armé, a un arsenal de combats supérieur à celui des FARDC et de la MONUSCO. Quel est le rôle aujourd'hui de la MONUSCO et de la communauté internationale? Quand on parle de la communauté internationale, notamment, on voit l'ONU qui fait des déclarations, on dirait, de faiblesse. Alors, il faut peut-être dire que la RDC est d'abord sous embargo, vous le savez. Et puis, nous avons noté qu'il y a un complot de haut niveau, hein, parce que avoir les M23, comme nous le savons, il a été défait en 2013. Et puis, il n'est compté que quelques centaines, en tout cas, d'hommes. Pas plus de 200 hommes. Qui restaient sur le territoire congolais. Donc, ils sont partis d'abord en Ouganda. En Ouganda et au Rwanda. Oui, ils sont revenus. Est-ce qu'il y en a qui sont revenus et qui habitaient le territoire congolais depuis 2013? Non. En tant que groupe armé, identifié dans une région? Ils ne sont pas revenus, ils ont ressurgi en 2021. Évidemment. Ils ont commencé à lancer déjà des assauts sur les positions des FARDC. Mais avoir déjà cet arsenal militaire confirme effectivement les soutiens de l'Ouganda et du Rwanda, de ces rebelles. Et puis, il faut voir comment ils sont visibles. Hein? Nous qui sommes déjà sur le terrain, nous essayons de voir les hommes en armes, ils sont bien identifiés. Récemment, au mois de mai, nous avons capturé même 2 qui tentaient de faire une incursion et qui voulaient faire l'assaut sur Mangabo. Et donc, avec toutes ces stratégies des agresseurs, je crois que le problème est très, très grave, il est très lourd, que les gouvernements devaient, en tout cas, doit prendre au sérieux, comme Ghislain Barak l'a dit, devait prendre au sérieux cette menace, cette agression, et pourquoi pas ne pas peut-être faire des alliances sérieuses avec d'autres pays, parce que nous comprenons que ou des communautés régionales, oui, comme la SADC. La communauté internationale a livré la population de ces territoires aux mains des agresseurs. Vous parlez de 10 morts, mais nous parlons des centaines de morts depuis jeudi. Les débits. Non, alors depuis moi je parle ouais, effectivement, depuis les débuts de ces atrocités. Ouais. Et tout ça se vit sous l'œil impuissant ni de la communauté internationale, ni des communautés régionales aussi. Des communautés régionales. On nous parle de la brigade d'une force régionale, de l'EAC aussi, régionale, qui n'est pas jusque-là arrivée. Dit tout nous, une force qui est à la fois agresseur et à la fois sauveur, c'est une contradiction. Alors, nous pensons que les infiltrations aussi au sein de notre armée. Vous savez que notre armée a été inféodée par l'intégration, les mixages, n'est-ce pas, les brassages qui ont eu lieu lors des rébellions précédentes. Et ces rébellions donc les membres de ces rébellions ont été placés à des fonctions très stratégiques. Et quand ce sont les FARDC qui sont sur terrain pour lancer les offensives, il y a la fuite en avant des informations militaires, des stratégies militaires. Il y a également des problèmes du renseignement militaire. Et d'un coup, sur la ligne de front, il n'y a rien qui bouge. Et donc, voilà autant de problèmes qui sont sur terrain. Et quelque chose, le gouvernement, le président de la République doit comprendre ça. Il doit prendre cette question au sérieux et dire nous devons en finir avec les M23. Ce n'est pas impossible. C'est une question bizarre que vous allez répondre tous les deux. Ouais. Aujourd'hui, c'est une question qui fâche bien sûr. Est-ce que le fait de considérer le M23 comme un mouvement terroriste ou comme une branche de l'armée rwandaise n'aggrave pas la situation du côté congolais, ou est-ce qu'il fallait dialoguer avec le M23 comme un groupe armé congolais, comme c'était le cas lors des consultations de Nairobi, de Goma? Et d'ailleurs, quand on parlait du M23,
Est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais devrait un peu se dire nous allons dialoguer avec ces groupes armés, comme c'était le cas dans le passé, mais alors les conséquences alors, est-ce qu'elles ne seraient pas aussi fâcheuses quand on dialogue avec le M23 aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y aurait pas une session ou alors un gage quand on dialogue avec le M23 comme groupe armé? Est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais est sur une bonne voie en qualifiant le M23 comme une sous-branche de l'armée rwandaise? Il n'y a pas d'M23 à Rutshuru. Évidemment. Il n'y a que l'armée rwandaise. Et c'est prouvé. Donc ça, c'est une bonne voie alors. Donc la voie militaire, elle est la seule voie qui puisse résoudre cette question et à une longue durée. Ouais. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, comme je vous le disais, il y a eu des rébellions depuis 1996, RCD, AFDL, CNDP, M23-1, aujourd'hui M23-2. Ce sont des ramifications de l'armée rwandaise. Et dire qu'il y a une possibilité de négocier pour finir cette crise, ça sera revenir à la case départ. Ça sera faire ce qu'on a toujours fait. Évidemment. Et s'attendre aux résultats différents. Alors nous, c'est vrai, nous empathissons parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont abandonné leur village. Il y a l'économie qui ne va plus encore se remettre pendant des années. Il y a des pertes en vie humaine, il y a des pillages, il y a des viols, il y a en tout cas tout. Et puis, nous pensons que si la question peut être résolue militairement, en tout cas... Donc là, c'est la guerre maintenant entre la RDC et le Rwanda. Parce que l'Ouganda est aussi cité. Oui, l'Ouganda est cité surtout avec... Est-ce que la RDC pourra faire la guerre à deux pays? Bon, en tout cas, la RDC, c'est un grand pays. C'est un pays qui dispose d'une armée forte. Avec les derniers classements que nous avons vus, si ça n'a pas été de l'amateurisme, nous pensons que la RDC a une armée qui peut faire face surtout à ces agressions. Parce qu'il suffit, la RDC ne va pas aller faire la guerre ailleurs. Mais la RDC va protéger son territoire. Protéger l'intégrité de son territoire. Et c'est de son devoir de protéger les limites, les frontières de son territoire. Et elle ne peut les faire que quand elle est respectée par les voisins. Et respecter les voisins, c'est-à-dire imposer une règle, imposer une guerre qui va laisser à ce que les limites, les frontières soient protégées. Voilà, avant de répondre à la même question, Ghislain, je vais quand même poser une sous-question. Vous avez fait beaucoup de productions médiatiques sur la situation de Rutshuru et à en croire les propos de Bin Serou, c'est le Rwanda qui agresse la RDC et ça, c'est prouvé par tout le monde aujourd'hui, par l'opinion nationale et internationale. Alors, est-ce que le 1-23 recrute au niveau local aussi? Parce que, comme d'autres groupes armés, Maï Maï dans le Massissi, Walikale et Beni, Lubero, ce sont des fils du terroir qui combattent pour protéger leur communauté, leurs terres. Est-ce que c'est le cas pour le M23? Parce que le M23 se veut un groupe armé congolais, c'est-à-dire que ce sont des enfants alors du Congo, des enfants de Rutshuru ou les enfants des Massissi. Que vous pensez que ces rebelles sont venus directement du Rwanda où il y a eu aussi un recrutement au niveau local? J'aurais aimé que ce soit Justin qui répond à cette question. Mais vous avez aussi fait des productions. Il va répondre. Il va aussi répondre, bien sûr. Je suis très sûr que l'M23 recrute localement, exactement. Il recrute aussi dans une partie du territoire de Massissi. Il recrute dans une partie du territoire de Rutshuru. C'est un grand problème, en fait, qui date de... Mais quand on capture des rebelles M23 qui ne savent même pas parler Kiswahili, Lingala ou français. Je vais quand même... Ce sont des fils vraiment des Rutshuru parce que nous savons quand même qu'à Rutshuru, la langue locale, c'est Swahili, Kinyarwanda et français. C'est la langue officielle et tout. Ils disent Kinyabusha et les Kinand aussi. Je vais quand même revenir sur cette question. Oui, les Kinand également. Oui. Je vais revenir sur cette question épineuse qui date de très longtemps et qui fait couler d'encre de salive au niveau de l'histoire des langues, au niveau de la RDC. Pour ceux qui ne le savent pas, dans les RDC, il y a des gens qui parlent ce qu'on appelle les Kinyabusha. Non, c'est les Kinyarwanda. Bon, les rwandophones, ce ne sont pas des Rwandais, bien sûr. D'autres appellent ça les Kinyarwanda. Et d'autres intellectuels disent que ceux qui sont en France, qui parlent français, ne sont pas nécessairement français, ils sont des francophones. Sont des francophones. Évidemment. Pourquoi on parle aussi des rwandophones? Il y a des populations qui parlent le Kinyarwanda au niveau de l'Est. Et lorsque les M23 viennent avec leur stratégie qu'ils utilisent, ils viennent parfois avec des moyens de corrompre la jeunesse. Parce que vous savez, par exemple, un jeune qui n'a pas étudié, qui est dans le fond de Rutshuru, là-bas à Jomba, il peut n'avoir aucune connaissance de langue française, Swahili. Il parle peut-être bizarrement Swahili. Et il parle le Kinyarwanda, c'est possible. Il y en a d'autres
jeunes comme ça qui sont à Massis, qui n'ont pas eu accès à l'éducation. C'est pour ça, la RDC aussi a un défi sérieux. Et dans d'autres pays voisins, l'éducation, on y met l'accent. Ici, dans ce pays, l'éducation aussi n'est pas facile. Et imaginez dans cette période de guerre, les enfants n'auront pas le courage d'aller étudier. Il y a qui auront le courage d'aller plutôt dans des groupes armés, peut-être qui seront sollicités par les Maïmaï pour dire allons défendre, et ils n'auront jamais l'occasion d'aller étudier. Et dans des cas comme ça, on a des jeunes qui ne savent rien de la langue nationale, ni les lingala, ni l'exoïl, ni le français, et qui peuvent être enrôlés par un groupe. Mais à la base, selon ce qu'il a dit, les M23 sont venus du Rwanda et de l'Ouganda en grande partie, même s'ils auraient recruté localement, mais quand même... Oui, oui. Alors moi, je ne voudrais pas quand même montrer que les M23 recrutent au Congo, parce qu'ils le font exactement, mais ce n'est pas si considérable que ça. Et ce qui est grave dans tout ça, ce que je condamne dans tout ça, c'est que la RDC n'a jamais été parfois pas capable de mettre les Congolais au même pied d'égalité, surtout au niveau de l'Est de la RDC, où on sent quand même l'inégalité par rapport à l'Ouest. Les peuples qui sont au niveau de l'Est, ils sont en même temps discriminés et ils sont tous considérés comme les Rwandais. Et j'ai entendu quelqu'un a dit, un cadre du gouvernement congolais, qui a dit que les guerres qui sont dans l'Est de la RDC, donc les guerres sont trop loin des institutions de Kinshasa pour montrer en réalité que la RDC, l'Est de la RDC est loin et on s'en fout peut-être. Voilà, cela avait créé polémique. C'était l'inspecteur général de l'IGF pour être... Mais il a dit, et ça continue à peser sur le peuple congolais. Je reviens toujours à dire que même le président de la République démocratique du Congo, lorsqu'il a été attaqué dans les territoires de Massissi, il a promis venir s'installer pour un moment à Goma, bien sûr. À Goma. Pour suivre de près. Il a envoyé l'état de siège. On ne sait pas s'il a envoyé immédiatement l'état de siège pour montrer qu'il s'est installé. On ne sait pas. Mais il y a quand même un délaissement au niveau de l'Est. On sent que, en tout cas, les institutions de Kinshasa ne tiennent pas à cœur la situation des populations qui sont dans l'Est du pays. Pourtant, un jour, ça va encore peser sur l'histoire de ce pays. Alors, comme il a voulu que vous puissiez répondre à cette question, est-ce que vraiment le M23 est constitué des enfants du terroir comme d'autres groupes armés, parce que le M23 se veut un groupe armé congolais, même si aujourd'hui nous savons tous que c'est une branche de l'armée rwandaise et puis il y a un mouvement terroriste. Les M23 ne recrutent pas à Rutshuru. Les M23, Rutshuru, la partie du M23, c'est une partie d'entraînement, une partie de coaching au recrues qui viennent de quelque part, en tout cas. Parce que vous le savez, les gouvernements ougandais, quand il a voulu que les populations civiles qui étaient du côté de l'Ouganda, Bufumbira, dans les Kibaya, l'Ouganda, aillent très loin, la population a dit niet, nous ne pouvons pas cohabiter avec l'ennemi, nous préférons aller du côté gouvernemental. Donc, le gouvernement ougandais voulait que ces populations puissent soit revenir dans la zone rebelle ou alors aller très loin. Dans un camp qui était déjà affecté. Très loin. Et d'ailleurs, pour votre information, le 31 octobre, le camp de transit de Nyakabande sera démantelé, ce qui va encore augmenter d'autres retournées dans la zone sécurisée. Et donc, tout ça, ça montre à suffisance que la population n'est pas d'accord avec, n'est pas prête de cohabiter avec l'ennemi. Et c'est pourquoi l'ennemi va loin, il va recruter très loin, dans les cas soit de très loin en Ouganda, ou soit recrute au Rwanda. Parce qu'il y a des jeunes gens qui viennent, ils sont capturés, et d'un coup, ils ne savent même pas par où passer pour rentrer, parce que je vais vous signaler qu'il y a beaucoup de défections ces derniers temps du côté du M23. Les gens qui sont fatigués, qui se disent « Nous ne pouvons pas continuer à mourir sur le front gratuitement, nous ne savons pas pourquoi nous sommes en train de mourir. » Bon, la demande, c'est d'abord la pacification, la sécurisation de la zone. Parce qu'on ne peut satisfaire quelqu'un qui souffre s'il n'est pas chez lui. Donc, le premier plaidoyer, la première lutte, c'est d'amener, n'est-ce pas, au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités et de sécuriser, n'est-ce pas, les zones pour que les populations civiles puissent rentrer et vaquer librement à leurs occupations. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons des luttes au quotidien. La société civile essaye, n'est-ce pas, d'organiser des manifestations, essaye de faire des plaidoyers, en tout cas, même au niveau de Kinshasa, pour tenter
contraindre, n'est-ce pas, les gouvernements, les FARDC, à mener des opérations militaires très conséquentes pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Ça, c'est un. D'aider en attendant que cela s'efface. Les populations civiles ont besoin de la survie. Ils ont besoin de quelque chose pour manger, ils ont besoin des habits, ils ont besoin des soins de santé. Et c'est tout ce que nous faisons au quotidien aussi avec des partenaires du gouvernement, mais également avec d'autres acteurs. Vous avez posé la question, est-ce que la MONUSCO joue un rôle dans les territoires de Rutshuru? C'est dommage que tout ce qui se passe aux yeux des Nations Unies à travers la MONUSCO. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle que nous saluons. Nous avons reçu avec joie la nouvelle selon laquelle la base de la MONUSCO à Nyamilima sera fermée. Nous pensons que si aussi la base, toutes les bases qui sont à Kiwanja, je ne sais pas, du côté de... après Mabenga, Rundi et de l'autre côté Abu Sanza, si ces bases aussi peuvent fermer, je crois que ça donnera beaucoup la force à la population, au gouvernement congolais de prendre au sérieux cette question. Merci beaucoup. Nous terminons par vous, Ghislain. Quelles sont les recommandations sur le plan diplomatique, politique actuellement et militaire pour que cette situation qui a perduré puisse avoir une voie de sortie? Il est très important actuellement que le gouvernement congolais prenne en main la situation parce qu'on sent qu'elle lui a échappé sérieusement et que peut-être on a pensé que la situation de l'Est ne compte pas aux yeux de Kinshasa parce qu'il y a des militants, des mouvements citoyens qui disent souvent il n'y a pas de RDC sans Goma, il n'y a pas de RDC sans Beni, sans Rutshuru, et c'est ce qui doit être vu dans les yeux des autorités congolaises et même aux yeux de la communauté internationale. Il faut maintenant actuellement que le gouvernement congolais appuie, parce qu'il n'a jamais appuyé les déplacés qui occupent les stades de Rugabo à Rutshuru Centre, un stade pourtant qui devrait servir pour des matchs. Et le football pourra mourir un jour dans la partie de Rutshuru. Il y a un stade, il y a un camp des déplacés, des milliers de populations qui sont à Rwassa, à Rutshuru Centre, et qui n'ont ni à manger ni à boire, qui n'ont ni où dormir et ni où... Donc ils ont la vie difficile. Et voilà, actuellement on a vraiment besoin que la RDC, donc le gouvernement congolais, puisse regarder des yeux des passions et d'amour les populations, ces administrés qui sont au niveau du territoire de Rutshuru et dans l'est du pays en général. Merci beaucoup. Ce sera la fin de ce grand dossier sur Afro Info 243. Je recevais à ma gauche Justin Bin Serou, qui est acteur humanitaire en territoire de Rutshuru. C'est un temps plaisir d'être avec lui et de partager ces beaux moments. Merci à Afro Info 243. Merci aussi à Jospin et à Ghislain pour cet accueil dans la ville. Merci beaucoup Ghislain Baraka, vous le connaissez peut-être, c'est notre consultant maison. C'était un plaisir de partager avec vous. Merci Jospin Angui, merci à toutes et à tous. Voilà mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce grand dossier sur Afro Info 243. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activez également la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de l'Est et de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.